Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laure, connue sous le nom de Santa Mila sur les réseaux sociaux. Laure a un parcours très intéressant, très enrichissant et a de nombreuses facettes. Elle a d'abord créé un blog, créé ses retraites, elle est aujourd'hui professeure de yoga et elle associe énormément le bien-être à la nature. Je vous laisse tout de suite avec la discussion. Hello Laure. Hello. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast. Merci, je suis ravie aussi de faire partie de ce podcast et d'échanger avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter de la manière dont tu souhaites ? Bien sûr, alors je me présente, je m'appelle Laure Baveski, plus connue sous le nom de Santa Mila parce que c'est le nom de mon blog et le nom de mes réseaux. Donc c'est une société que j'ai créée maintenant il y a 3-4 ans. C'est parti en fait, je travaillais en entreprise, j'étais en marketing dans une grande boîte dans les vins et spiritueux, je travaillais dans le champagne et j'étais brand manager et j'avais envie en fait de plus en plus en étant à Paris et en ayant un rythme de vie assez soutenu. Je me suis remise pas mal à courir, à essayer de trouver des échappatoires pour prendre soin de moi parce que j'arrivais pas trop à trouver un rythme qui me faisait du bien. Je sentais que je m'épuisais, donc j'ai créé un blog pour partager un peu ma vision du bien-être. Et du coup, je l'ai appelé Santa Mila parce que c'est le nom de ma grand-mère qui partageait exactement la vision du bien-être que j'avais, qui est de prendre soin de soi, de faire du sport, de bien manger, mais surtout d'avoir du temps pour profiter de sa famille, de ses amis et de faire la fête. C'était une Andalouse, donc elle adorait faire des apéros avec des tapas, du champagne. Donc voilà, ça a commencé par un simple blog et en fait, je me suis beaucoup prise au jeu et ça marchait de plus en plus. Je partageais des articles sur le sport en général, aussi sur mes voyages parce que je voyageais beaucoup à travers le sport, notamment à travers les sports d'océan comme le surf et le kite. Et en fait, c'est la magie du digital. On peut vite se créer une petite communauté et des clients et j'ai des contacts. Et j'ai fait ça pendant mon travail, pendant je pense 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, je me suis dit: «Bon, il faut que je me lance là-dedans». Ça prenait, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner et je sentais que j'avais l'âme entrepreneuriale et que ça ne m'allait pas, en fait, d'être dans un cadre d'entreprise où je savais déjà, comment en fait, j'avais l'impression de savoir que ma vie était déjà toute écrite et j'avais besoin de plus de créativité et de champ des possibles. Donc voilà, je me suis lancée à mon compte au bout d'1 an et demi. Ok. Et alors donc là, au bout d'un an, donc pendant 1 an et demi, tu avais cette passion à côté de transmettre en plus de ton travail. Exactement. Et en fait, ce qui est assez rigolo et je pense que c'est ce qui a fait que ça a marché, c'est que je me suis vraiment pas pris la tête à me dire, «Je veux vraiment monter un business, je sais exactement là où je veux aller». En fait, j'avais aucune idée de là où je voulais aller. Je voulais juste partager moi mon quotidien de jeune cadre en parisienne qui avait du mal à trouver son rythme, un bon équilibre, vie perso, vie pro, tout partait de là, en fait. Et donc je partageais très simplement, donc pas qu'à l'époque, là j'ai 33 ans, donc à l'époque j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 24-25 ans. Donc c'était plutôt sur, ce qui me correspondait au niveau, de faire des apéros un peu plus «healthy» entre guillemets, de trouver son équilibre, de faire du sport. Donc à Paris, c'était plutôt du sport de running entre midi et 2 ou le soir où je pouvais à la Coulée Verte parce que j'habitais pas très loin de Bastille. Et en fait, je savais pas du tout à l'époque ce que j'avais envie de faire, mais je me suis dit en fait c'est un premier essai, une première prise de contact peut-être avec de futurs clients. Je pensais au début peut-être me lancer dans une marque de sport, une marque de running, parce que je faisais beaucoup ça à l'époque, donc je m'étais dit ça me manque des petites marques un peu mignonnes, un peu à développer ça. Et en fait, je me suis dit, bon, pour l'instant, je me mets aucune pression. Je m'amuse, je m'éclate, je vois comment ça prend. Et ce que je trouvais magique, parce que je pense que je viens du marketing, donc j'avais forcément un peu cette vision, c'est que moi, du coup, c'était quand même ouais, 6-7 ans, même 8 ans, dans le marketing, c'était encore vraiment les médias classiques où il y avait de l'affichage, de la publicité, de la pub télé, etc., de la pub à travers les journaux, donc ce qui coûtait très cher et qui avait un gros impact. Et en fait, on commençait de plus en plus à voir le digital arriver, où le digital, c'était un peu la magie parce qu'on pouvait se faire connaître
sans investir beaucoup d'argent. Et du coup, j'avais très envie de tester ça. Et je me suis dit, bah, lance-toi, teste, et t'as pas besoin d'argent à part je sais plus, j'avais payé une toute petite centaine d'euros pour lancer mon WordPress et vois ce que ça donne. Ok, Donc, c'était vraiment super. l'idée de lancer, de voir comment ça allait se passer. Ouais, c'est une très belle approche. Et justement, ça a été quoi ton déclic, le moment où tu t'es dit, ok, bah, je peux quitter mon job et me lancer totalement dans cette aventure? Alors, il y a eu plusieurs choses. Je pense que je me suis rendu compte qu'en fait, dans l'entreprise où j'étais, c'était une très chouette entreprise et qui offrait de très belles opportunités de carrière. Mais je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était trop écrit pour moi et qui me renfermait à quelque chose qui ne m'allait pas, que moi, j'avais vraiment besoin de voir plein de possibilités de vie devant moi et de pas me dire que j'aurais une carrière, mais mille options de travail. Ce qui me plaisait aussi dans le côté entrepreneur, c'était cette possibilité de faire plein de choses et de ne pas m'arrêter à une fonction, de m'occuper d'un seul produit et de faire toujours la même chose. Donc ça, je me suis d'abord rendu compte que ça ne m'allait pas du tout en fait et que j'étais pas faite pour l'entreprise. Et je critique pas du tout les entreprises, enfin les gens qui travaillent, qui sont salariés, parce que je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Il y a des gens qui sont très bons, qui vont s'épanouir là-dedans. Moi, j'ai vraiment senti au bout d'un an et demi où je m'éclatais à faire cette chose à côté, que c'est ce qui m'épanouissait et c'est ce qui me manquait terriblement dans ma vie. Donc ça a été le premier point. Et le deuxième point, donc après un peu plus terre à terre, je me suis dit, bon, en fait, c'est bien de vouloir te lancer, mais dans quoi? Et assure un peu tes arrières. Donc je le dis tout le temps et je pense que c'est important. Je l'ai vraiment pas fait. J'ai pas tout plaqué. Je me suis dit, allez hop, on va voir ce que ça donne et je sais pas dans quoi je me lance, mais je me lance. J'ai vraiment préparé mon départ et j'ai essayé un peu plus de creuser. Donc à l'époque, au début, quand j'ai commencé le blog Santa Mila, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et là, je me suis mis un peu à un plan d'action. Je me suis dit, ok, t'es plus heureuse là-dedans. Tu sens que t'as besoin de te lancer dans quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais il faut que tu trouves. Et il faut que tu donnes un délai, un an, pour trouver une solution avec ton entreprise pour partir en bon terme, parce que j'adorais mes collègues, j'adorais mes chefs, et ça se passait très, très bien. Et me trouver quelque chose de fiable et me trouver un plan d'action où j'allais, parce que je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Mon papa est pilote de chasse et ma maman est professeure des écoles, donc il n'y a aucun entrepreneur. Et donc, je me suis dit, il faut que tu te fasses un plan d'action aussi. Tu trouves du temps pour parler à plein d'entrepreneurs dans ton entourage, dans tes amis, dans les parents des amis, dans tous les gens que tu côtoies, pour demander comment ça se passe, t'orienter vers, c'est un conseil qu'on m'a donné et qui était très intéressant, t'orienter un peu dans les branches qui t'intéressent et à chaque fois qu'il y a une Ouais. branche, de demander ce que les gens adorent dans leur travail et ce qu'ils détestent, pour voir toi si ça te correspond ou pas. Et du coup, je me suis mis un peu un Ouais. plan d'action comme ça, carte sur table, où j'avais un rétro-planning et je me suis dit, bon, bah voilà, le but, c'est dans un an et demi, 2 ans, complètement partir. Et d'ici là, comment tu t'organises? Donc, ça a pris quand même du temps pour partir. Ouais. Mais j'avais besoin de le faire dans de bonnes conditions. Ouais, tu m'étonnes. Et alors justement, tu nous as dit que tu aimais vraiment le côté entrepreneur dans le sens où tu pouvais avoir plein de projets différents. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de tes différents projets que tu as pu mettre en place sur toutes ces années? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses. En fait, au début, je pense que j'avais besoin de tester. En fait, je me suis vite rendu compte que l'histoire de textile ne me correspondait pas. Ouais. Du coup, dans mes petits plans d'action, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs dans le textile sportif. J'hésitais entre un peu des tenues de sport, de run et de yoga. Et ce qui me plaisait beaucoup aussi à l'époque, c'était, je fais beaucoup de sport nautique, donc je me disais, oh, ce serait trop chouette de développer des combinaisons d'été pour les filles très féminines. Et en rencontrant plusieurs entrepreneurs là-dedans, je me suis rendu compte que c'était trop stressant pour moi en termes de gestion, de gérer les stocks, de gérer la production, les prix, etc. Et je pense que c'est vraiment aussi important de savoir là où on est bon et là où on n'est pas bon. Et moi, il y avait trop de gestion et d'administratif et de gestion pour que je me sente bien et en sécurité. Donc, ça me paniquait un petit peu d'avoir une entreprise de marchandises. Donc, je me suis dit, OK, ça, tu sais que pour toi, tu vas pas être bonne là-dedans. Donc, je me suis dit, ce sera plutôt du service. Et au début, du coup, mon plan d'action, je me suis dit,
on va essayer de trouver des choses qui me permettent de faire de l'alimentaire pour permettre d'atteindre à un moment donné mon projet de rêve. Et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait beaucoup, c'était de créer, de partager du contenu sur le bien-être en général, donc la nutrition, les sports que j'aime bien et aussi les voyages autour du bien-être et autour de l'océan. Donc ça, c'était un peu mon projet de rêve. Je voulais vraiment en vivre. Et en attendant, je savais que oui, je faisais de la création de contenu, je commençais à travailler avec des marques, mais ça me rapportait pas assez et je voulais pas non plus construire que mon business là-dessus. Donc je me suis dit, trouve un truc à côté qui te permet dans ce même domaine en fait de te rapporter de l'argent et en même temps peut-être de t'offrir de nouvelles opportunités pour affiner ton projet. Parce que je voulais pas faire que de la création de contenu. Et du coup, dans ce que j'ai commencé, en fait, comme j'avais une formation de marketing et de communication, je me débrouillais bien en rédaction web. Et en fait, j'en faisais déjà un petit peu quand j'étais brand manager à côté pour le plaisir et développer aussi mes contacts. Je faisais de la rédaction d'articles pour Paulette Magazine. Donc, je le faisais à titre gratuit au début. Après, j'ai eu des fois des petites piges payantes. C'était pas un gros revenu. Mais j'avais aussi cette notion, je savais qu'au début, j'allais pas mal investir dans des choses qui seraient du bon contact et des choses qui m'apporteraient plus tard, mais je savais que tout me rapporterait pas de l'argent. Et après, j'avais un autre contact aussi que j'avais eu aussi à Paris, qui était chez l'équipe. Et du coup, j'avais décroché un petit contrat de rédaction d'articles également pour l'équipe. Donc, en fait, au début, c'était un petit peu ma première entrée d'argent, rédaction d'articles. Donc, pas forcément sur des sujets sur lesquels je choisissais. Mais comme moi, je rédigeais déjà sur mon blog, ça me permettait de montrer que je savais déjà rédiger, que je savais faire des articles là-dessus, que ça m'amusait, que je savais partir en voyage de presse, rédiger un article, etc. Donc, ça a été ma première source de revenus pendant quand même un an et demi, ma plus grosse. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait beaucoup, en plus des réseaux et de la création de contenu sur le site, c'était en fait le contact humain et que rester uniquement derrière mon ordinateur, pour moi, c'est vraiment aliénant et c'est ce que je n'aimais pas dans mon premier travail. Donc, en fait, j'avais envie de trouver un moyen et ça commençait à venir un peu comme ça pour partager toute cette vision du bien-être, mais dans la vraie vie, en rencontrant des gens. Donc, ça a commencé avec des petits ateliers où, comme j'avais qu'un diplôme de communication et de marketing, je trouvais un coach qui faisait le sport, je trouvais quelqu'un qui s'occupait un peu de la nutrition et moi, j'apprenais en même temps mes recettes, des petits tips pour trouver un meilleur équilibre pro-perso. Et j'ai commencé vraiment à prendre de plus en plus de plaisir à faire ces ateliers. Donc, ça devenait des moments où j'emmenais les gens courir, des moments où c'était des gens où il y avait un prof de yoga, moi je faisais une petite recette, des petits ateliers un peu maison, quoi. C'était pas très pro. En fait, j'essayais d'être pro, mais c'était un peu le début et je pense que c'est ce qu'il faut faire aussi. Il faut essayer, voir ce qui nous plaît. Et je me suis vite rendu compte que c'était quasiment ça que je préférais. Ça prenait bien, ça m'aidait aussi à développer de plus en plus mes réseaux et mon blog. Et en fait, je me suis dit, ok, maintenant, il faut que tu te formes, en fait. Il faut que tu te formes parce qu'à chaque fois, tu prends un coach, tu prends une professeure de yoga, tu prends des gens, mais toi, tu connais pas grand-chose à part avoir échangé tout le temps avec des gens. Donc oui, j'apprends de plus en plus, mais j'avais besoin d'avoir plus de connaissances là-dessus. Et là, ça a été le déclic où je me suis dit, faut que tu prennes du temps pour toi. En fait, je savais que j'avais 2 ans devant moi parce que j'avais fait une rupture conventionnelle. Donc, j'avais 2 ans devant moi pour commencer à trouver un salaire régulier et qu'il fallait pas que je traîne. Donc, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses, j'ai appréhendé un peu et je suis partie toute seule à Bali me former en yoga pendant 3 mois. Et ça a été un super déclic. Ça m'a permis en fait d'apprendre beaucoup de choses du coup sur tout ce qui est anatomie, sur ce qui est le corps, sur toute la médecine douce de l'Ayurveda, notamment de la nutrition. Et j'ai appris énormément. J'ai fait plusieurs formations là-bas. Et j'avais encore mes contrats avec l'équipe, donc c'était assez sport parce que je me formais, mais il fallait que je continue aussi à investir dans ma boîte. Donc je travaillais toujours pour l'équipe et je crois que j'avais 8 articles par mois à faire et c'était franchement énorme. Et bref, je faisais les deux pendant 3 mois et c'était hyper riche. Ça m'a ouvert encore plus de nouvelles idées, de nouvelles opportunités. Et je suis rentrée au bout de 3-4 mois en France en pouvant animer moi-même mes premiers ateliers. Et d'avoir aussi fait cette
coupure. Je crois que j'en avais vraiment besoin à ce moment-là, parce que quand je suis partie faire ma formation, ça faisait déjà 1 an que je m'étais lancée, où j'essayais d'avancer, d'affiner mon projet, de trouver des moyens pour avoir un... En fait, c'est un petit peu ce qu'on m'avait expliqué, c'est ce que j'aime bien. Je m'étais entourée de plusieurs un peu mentors business et qui m'avaient dit, voilà, la première année, tu vas avoir 80% de travail que tu n'aimes pas trop, qu'on va appeler non alimentaire, et il faut que 20% de ton revenu commence à être de l'alimentaire. Il m'avait dit que la deuxième année, il fallait que 50% de ce que j'aimais pas trop, le non alimentaire, et l'alimentaire fasse 50% et que ce que j'aime commence à prendre de plus en plus de place et fasse 50%, pour que la troisième année, vraiment, je transforme et je passe à 80% de mon métier rêvé et plus que 20% d'alimentaire. Donc, j'avais un peu aussi ces chiffres en tête et je m'étais dit, voilà, là, ça fait 1 an, dépêche-toi de faire ta formation parce qu'il te reste encore 1 an. Il faut que tu sois déjà à 50-50 et que tu commences à sortir un peu les métiers qui... J'aimais bien écrire pour l'équipe et pour Paulette, mais c'est juste que je me rendais compte que j'avais vraiment envie de créer ma marque et créer mon business et que du coup, ça me prenait beaucoup de temps et que c'était quelque chose extérieur. Ok, ouais. Donc voilà, sur la partie un peu premier boulot, c'est un peu des choses que j'ai faites différentes. Et du coup, en fait, après cette formation, ça m'a permis de prendre du temps pour moi parce que je suis partie toute seule ces 3 mois à Bali. Et donc, il y a eu pas mal de moments où je connaissais pas les gens en fait avec qui je faisais la formation, où je rentrais dans ma petite chambre le soir. Et en fait, c'est des moments que j'adorais. En plus, j'étais près de l'océan, qui est un élément qui m'apaise beaucoup et qui me permettait de me ressourcer. J'écrivais beaucoup dans un carnet, ça aussi, je vous le conseille. Et en fait, ça fait du bien d'avoir ces moments de lâcher prise, de réflexion. Et en fait, j'écrivais, j'affinais. Je me disais, OK, ça, je veux pas faire. Écrire, j'aime bien, mais écrire, ça me faim. C'est pas ce que je préfère. Je veux pas avoir trop de gestion. Je veux plutôt faire ci, faire ça. Et du coup, je suis rentrée de Bali avec les idées assez claires où je me suis dit, en fait, ce qui me plaît, c'est voilà, de continuer à partager ma vision du bien-être sur différents réseaux, donc ça soit sur le blog, sur Instagram. Mais ce dont j'ai vraiment besoin, et c'est vital pour moi, c'est de partager une expérience dans la vraie vie. Donc, je vais faire des ateliers. Et je me suis aussi rendu compte que faire des ateliers, c'était chouette. Mais en fait, ce qui marchait le mieux sur mon blog et là où j'étais la meilleure, entre guillemets, c'était là où je me sentais bien et c'était un domaine où j'étais inspirée, c'était tout ce qui était voyage. Et je me suis dit, mais pourquoi, au lieu de faire juste un atelier d'une matinée, d'un après-midi à Paris ou à Lille, parce que j'habitais à Lille et je faisais pas mal d'aller-retour entre les deux villes, pourquoi tu emmènes pas les gens le temps d'un long week-end de 4 jours ou d'une semaine, près de l'océan, et que tu communiques pourquoi l'océan te fait du bien et en fait, tu partages toute ta vision du bien-être dans ces moments, en fait, près de l'océan. Et du coup, en rentrant de Bali, je me suis dit, OK, il faut que je trouve un moyen pour lancer mes séjours près de l'océan. Et je suis rentrée avec ces idées-là. Et il n'y avait plus qu'à appliquer, mais je n'avais pas encore trouvé le business pour lancer mes séjours parce que je ne suis pas du tout une agence de voyage et je ne voulais pas l'être. Donc, en rentrant de Bali, j'ai quasiment arrêté, je pense, la rédaction des articles de Paulette et l'équipe. Et je me suis dit, bah voilà, là, ça y est, en fait, mon nouveau point où je pouvais me développer et avoir de l'argent, c'était maintenant de faire des ateliers le week-end et des cours de yoga. Donc, ça a été une nouvelle source de revenus qui était beaucoup plus en phase avec ce que je faisais. Et je me suis dit, maintenant, voilà, là, il faut que tu donnes 6 mois, 1 an pour trouver un moyen pour lancer tes séjours, que ça soit pro et que ça soit une grande partie de ton business. Ok. Et là, encore une fois, tu es partie sur un plan d'action, réflexion, comment mettre en place pour mettre en avant le yoga, le bien-être et tout ça. Exactement. En fait, ce qui me plaisait toujours, donc ça, je ne l'ai jamais perdu, c'est vraiment ce partage très spontané à travers le blog et les réseaux. Ce que j'aimais beaucoup avec les réseaux, avec Instagram, c'est que je pense que j'ai tellement écrit d'articles pour Paulette et l'équipe et même mon blog qu'en fait, je fatiguais un peu de beaucoup écrire, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'était le partage très spontané avec Instagram parce que moi, dans ma personnalité, je me rendais compte que là où j'étais bonne, en fait, j'ai toujours 1000 idées, j'enfonce plein de portes, mais j'ai du mal à me poser, à écrire, etc. Donc, du coup, ça me correspondait pas mal, ce réseau. Et ça me permettait de faire plus de contenu de façon spontanée. Et en même temps, je me suis dit, OK, tu gardes ça et du coup, tu partages un peu la vie quotidienne parce qu'en fait, la vie quotidienne, c'est pas d'être tout le temps au soleil sous les cocotiers en train de faire du surf. Donc, les gens vont plus se retrouver dans le quotidien de quelqu'un de normal.
Et à côté, je me suis dit: «OK, il faut que tu lances tes séjours». Ça m'a pris beaucoup de temps et en fait, moi, pour mettre un bon coup de pied aux fesses, ce qui marche, c'est que j'en ai parlé encore une fois à pas mal de mes mentors. Donc c'est 3-4 personnes autour de moi, des amis qui sont, dans l'entrepreneuriat dans des univers complètement différents. J'en ai 4 et en fait, je leur disais, en fait, que j'avais ce projet de séjour et en fait, en parlant, je me suis dit: «Bah, à chaque fois que je vais les revoir, ils vont forcément me poser la question et si si je le lance pas, je vais avoir l'air bête» et en fait, je pense que j'en ai parlé et 6 mois plus tard, je me suis retrouvée à faire un déjeuner avec un de mes mentors qui me disait: «Mais attends, mais tu l'as toujours pas fait, t'arrêtes pas d'en parler» et là, ça m'a mis un coup de pied aux fesses et je me dis: «Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille, il faut que je trouve comment faire». Donc, j'ai fait un peu le même plan d'action que quand j'ai voulu me lancer à mon propre compte. J'ai rencontré des gens dans le voyage pour comprendre en fait qu'est-ce que je devais mettre en place pour bien faire les choses. J'ai rencontré des agences de voyage, j'ai rencontré des gens qui travaillent avec des agences et en fait, je me suis rendu compte que tout l'aspect de l'agence de voyage était très très lourd à porter, que c'était beaucoup d'administratif, beaucoup d'assurance, enfin que c'était quelque chose de très lourd. Et encore une fois, je le sais et je pense que c'est vraiment important de se connaître. Moi, je sais que dans mes défauts et dans ce que j'aime pas et là où je suis pas bonne, c'est tout ce côté gestion lourde. Donc je me suis dit, ok, Ouais. là, t'es pas bonne pour ça, donc délègue. Donc mon nouveau plan d'action, c'était trouve une agence de voyage fiable qui sera fiable, qui va pas te piquer tes voyages. Donc, il fallait que je trouve une agence petite où je pouvais garder, moi, mon concept et qui me préserve mon concept et ma marque. Et en même temps, une agence de voyage qui ait des épaules pour porter des séjours, assurer les assurances, avoir les fonds, etc. Et ça m'a mis pas mal de temps et à trouver une bonne agence. Et c'est de contact à contact, j'ai demandé à beaucoup de gens. Et j'ai eu de la chance, j'en ai trouvé une. Et ça m'a pris aussi un petit peu de temps de faire confiance, de déléguer le bébé, de me dire: «Allez, on y va pas». Et en fait, j'ai eu j'ai eu de la chance parce que justement, la femme d'un de mes mentors, en fait, m'a mis aussi un gros coup de pied aux fesses. Je crois que c'était à Noël, elle m'a dit: «Bon, bah, écoute, pour info, j'ai vendu, un de tes voyages, pour le printemps à ma mère et mes 2 belles-sœurs, donc tu as déjà 4 personnes, faut plus que tu en trouves 4». Et du coup, en fait, je me suis dit: «OK, bon, bah, là, j'ai plus le choix». Elle l'a vendu, c'était le cadeau de Noël de sa maman, je vais pas la décevoir et en plus, je savais que je m'étais promis de le faire, c'était en 2000, c'était quand? On est en 2021, donc c'était en 2019. Il fallait que je me lance pour le printemps 2019 et ça, je l'ai su, fin décembre. Et donc, j'ai contacté l'agent, j'ai trouvé la maison. Au début, c'était un petit peu expérimental. Hein. C'était une maison que j'ai trouvée un peu comme un Airbnb. On a organisé, j'ai fait mes petits séjours, j'ai essayé d'écrire une méthode. Je voulais vraiment avoir ma propre méthode bien-être et ma propre façon de faire mes voyages, qu'à chaque fois, les gens retrouvent la même chose. Et donc, ça m'a mis 2-3 mois pour l'écrire. Et hop, au mois d'avril, j'ai lancé ma première. Super. Et alors, justement, avec, cette fameuse agence, c'est quoi? C'est toi, tu maîtrises vraiment, on va dire, toute la partie, plus pratique dans le sens, le logement, tous les ateliers, tout ça et donc l'agence derrière, c'est, plutôt, on va dire, vraiment que l'administratif ou il y a un peu plus, des 2? Alors j'ai eu la chance parce que j'étais vraiment la première cliente de l'agence, la première cliente entre guillemets, comme ça apporteuse de business, enfin à faire une collaboration. Donc on l'a fait pas mal main dans la main et il était très ouvert en fait, la personne avec qui j'ai fait ça. Il avait très envie de construire ses voyages avec moi, donc il m'a vraiment laissé pas mal le choix sur comment on voulait s'organiser. Mmh. En fait, moi, ce que je voulais absolument pas gérer, c'était les paiements, les règlements, Ouais. les relances et toute la partie après assurance et que ce soit les règlements pour les clients, donc les gens que j'emmène, ou les règlements pour les prestataires comme la maison, l'école de surf, etc. Donc en fait, moi, je construis un peu comme mon article de blog. Je trouve, parce que j'ai beaucoup voyagé, donc je trouve la maison qui correspond à ce que j'appelle du coup les ocean therapy, parce que j'ai pas mal de critères compliqués. Donc je trouve la maison qui me correspond. Je fais tout le programme. Je dis du coup le nombre de chambres qu'il y a disponible, etc. Je fixe mes prix et ma marge et après en fait lui du coup vend le voyage aux filles en fait et du coup assure l'assurance, assure les paiements, etc.
Du coup, c'est très pratique pour moi parce que ça me permet, en fait, au lieu de gérer les encaissements des filles qui arrivent sur mon compte, de payer à droite à gauche, c'est lui qui a toute la logistique qui s'en occupe avec son expert comptable. Et en fait, moi, à la fin, il me rémunère pour mon Ocean Therapy. Ouais, c'est clair. Du coup, tu es vraiment sur ta zone de génie et puis, toute la partie que tu aimes pas trop, tu arrives à la déléguer, c'est cool ça. Exactement. Et en fait, j'ai aucun scrupule et c'est vraiment un conseil que je donne. En fait, ça sert à rien, je l'ai appris avec les années, ça sert à rien de perdre du temps là où on n'est pas bon, où on sait qu'on n'est pas Ouais. bon. J'arrête de faire ça et maintenant je me concentre, bah, moi je sais trouver les lieux magiques, je sais créer le programme magique, c'est ce que j'adore. Ça, je sais faire et tout ce qui va être gestion et choses trop compliquées, bah, je délègue. Comme je délègue bah, toute la comptabilité à mon expert comptable, je m'entoure des gens qui sont bons dans là où je suis mauvaise. J'espère que cette première partie de discussion avec Laure vous a plu. On se retrouve dès la semaine prochaine avec la seconde partie. En attendant, n'hésitez pas à aimer et à commenter le podcast. Vous pouvez aussi partager l'épisode à votre entourage. À la semaine prochaine!